Donc déjà, merci aux participants qui nous suivent et sur Zoom et sur TIS Afrique YouTube. Alors, aujourd'hui, nous allons écouter le docteur Guy Roger Gaba, coordonnateur de l'Observatoire de la qualité d'éducation de la Confémen. La Confémen qui est la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie. Donc, il va nous parler aujourd'hui du rapport d'évaluation PASEC, le PASEC qui est le programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémen. Alors, donc, le PASEC met en œuvre des évaluations visant à rendre compte de la performance des systèmes éducatifs des pays membres de la Confémen. Et depuis 1991, il y a déjà eu plus de 35 évaluations dans la majorité des pays francophones d'Afrique subsaharienne. Donc aujourd'hui, Guy Roger va donc nous présenter le rapport PASEC 2019. Guy Roger, tu as la parole. Donc ça va se passer de cette manière. Il va parler pendant 10 à 15 à 20 minutes et après, vous aurez la possibilité de poser des questions. Vous pouvez déjà poser des questions dans le chat et puis ces questions seront relayées au présentateur qui va essayer de vous apporter des éléments de réponse. Guy Roger, à toi la parole. Merci beaucoup Mireille. Merci. Bonjour à toutes et à toutes. Comme disait Mireille, je vais vous présenter les résultats d'évaluation PASEC et puis je vais dresser quelques perspectives de recherche en éducation parce que le but de toute évaluation, c'est la prise de décision, c'est la réflexion. Hein. Il ne s'agit pas d'évaluer pour le plaisir d'évaluer, mais l'idée, c'est d'aller vers la réflexion. Alors, j'organise mon propos. Je vais essayer d'être succinct dans mon exposé hein, pour qu'on puisse avoir le temps de discuter, d'échanger. C'est le but du jeu. Alors, 3 parties vont constituer ce petit exposé. Dans la première partie, je vous présenterai très brièvement le PASEC. Dans la deuxième, je focaliserai sur les résultats PASEC. Et dans la dernière, je dresserai quelques perspectives de recherche, vraiment jeter un pavé dans la mare pour que dans la discussion, on puisse aller plus loin. Alors, je vais commencer par le PASEC. Qu'est-ce que c'est que le PASEC? Le PASEC, c'est le programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémen. Et comme l'a dit Mireille, la Confémen, c'est la conférence des ministres d'éducation des pays de la francophonie. C'est la plus vieille organisation de la francophonie. Hein. Vous voyez, elle est vieille de 61 ans, la Confémen. Et la Confémen a mis en place, la Confémen a 2 grands programmes, 2 programmes phares. Le premier programme phare, c'est le PASEC, le programme d'analyse des systèmes éducatifs. Le deuxième programme, c'est l'Observatoire de la qualité d'éducation que j'ai l'honneur de coordonner. Donc là, aujourd'hui, on va parler du PASEC. Moi, je vais commencer par l'historique. Le PASEC a été créé par la volonté des ministres de l'Éducation nationale en 1991. Et comme l'a dit Mireille tout à l'heure, plus d'une trentaine d'évaluations nationales primaires ont été organisées durant la période de 1991 à 2013. Plus d'une trentaine d'évaluations nationales. Donc, c'était des évaluations nationales, ça veut dire qu'elles n'avaient que de très faibles perspectives de comparaison. Hein. Ça veut dire que les tests étaient adaptés au pays. Chaque pays avait ses tests, donc les comparaisons n'étaient pas très pertinentes, même s'il y en avait. Et le Gabon a connu une première évaluation nationale en 2008. Les résultats de cette évaluation sont disponibles sur Internet. Ça donne une idée des performances des élèves du primaire, de l'école primaire gabonaise. Ça donne aussi des facteurs de ces performances-là. Donc, le rapport PASEC 2008, il est disponible en ligne. Vous le trouvez sur le site de la Confémen, www.confémen.org. Vous pouvez trouver le rapport d'évaluation nationale du PASEC en 2008. Depuis 2014, le PASEC a pris une nouvelle dimension avec des évaluations internationales. Ça veut dire que c'est la même batterie de tests qui est administrée à plusieurs pays. Et là, ça ouvre de grandes perspectives de comparaison. À partir de 2014 également, le PASEC a changé sa méthodologie pour s'arrimer aux grandes évaluations internationales telles que PISA, TIMSS ou autres.
Donc, c'est devenu une évaluation internationale, une évaluation au standard international qui est très, très... 2014, le Gabon n'a pas participé. Il y avait 10 pays participants que j'ai indiqués ici. Par contre, l'évaluation 2019, hein, je vais corriger, c'est l'évaluation 2019. Cette fois-ci, le Gabon a participé à l'évaluation passée de 2019. Donc, cette évaluation a concerné 14 pays, 14 pays d'Afrique subsaharienne. En quoi consiste une évaluation PASSEC? Il s'agit d'évaluer les connaissances et les compétences des élèves de deuxième année primaire, donc du début primaire, et de fin de primaire. Au Gabon, c'est la 5e année primaire. Il y a eu une évolution de PASSEC 2019 par rapport à PASSEC 2014. Ça a été l'évaluation des enseignants. Donc, les enseignants ont été évalués. On a évalué leur niveau de maîtrise des connaissances disciplinaires et didactiques en maths et en français. Même chose, les élèves ont été évalués aussi en maths et en français. Alors ici, j'indique le tableau de spécification de ces évaluations. Hein. En début de scolarité, il y a des épreuves de passation. Les épreuves sont passées individuellement. C'est la compréhension de l'oral, compréhension de l'écrit, avec lecture, décodage, compréhension de l'oral. Donc, pardon. Il y a compréhension de l'oral, familiarisation avec l'écrit, lecture, décodage, compréhension de l'écrit. Il y a des tests de mathématiques en arithmétique, en géométrie, espace et mesure. Pareil, en fin de scolarité, décollage de mots, de phrases isolées, compréhension de texte, arithmétique, mesure, géométrie et espace. Et en maths, ce sont les connaissances disciplinaires en langue, donc compréhension de l'écrit, et en didactique. En plus de ces tests, les élèves, les enseignants et les directeurs d'école sont également soumis à un questionnaire contextuel qui permet d'évaluer les facteurs explicatifs de la performance des élèves. Donc, le questionnaire élève porte sur leurs caractéristiques, porte sur les ressources éducatives, sur le bien-être à l'école. Le questionnaire enseignant porte sur les caractéristiques individuelles de l'enseignant, son expérience professionnelle, son statut, les caractéristiques individuelles, caractéristiques d'école, inspection de l'école, relation avec la communauté, aspect pédagogique, gestion de la vie scolaire. Méthodologie d'évaluation passée. Alors, j'insiste en disant que l'évaluation passe, ce qu'on appelle une évaluation à grande échelle, c'est-à-dire que c'est une évaluation qui vise à mesurer le niveau de performance du système dans son ensemble. Une évaluation à grande échelle a d'autres visées que d'autres types d'évaluations, comme les évaluations en classe, qui mesurent les compétences des élèves dans un contexte local. Hein. Quand un enseignant fait un devoir ou une interrogation, il veut savoir ce que valent ses élèves, les élèves de sa classe. Les examens nationaux qui portent sur des thématiques particulières. Donc, en général, ça ne concerne pas tous les niveaux. Voilà. Alors que les évaluations à grande échelle ont vraiment pour objectif d'évaluer le niveau d'un système éducatif. Voilà. Donc, elles sont vraiment beaucoup plus précises que les autres types d'évaluation. Alors, j'en reviens tout de suite aux résultats de l'évaluation PASSEC. Je vais prendre ces résultats très brièvement en 3 points. D'abord, les connaissances et les compétences des élèves, leur environnement d'apprentissage, et je terminerai avec les compétences, les caractéristiques et les perceptions des enseignants. Alors, que nous disent les résultats PASSEC sur les résultats PASSEC 2019 sur les connaissances et sur les compétences des élèves? Alors, ici, je présente rapidement, mais vu que le rapport est disponible en ligne, bon, il y a des choses sur lesquelles je passerai rapidement. Ici, par exemple, ce sont les échelles de compétences en français et en mathématiques. En français, il y a 4 niveaux de compétences. Vous voyez ce qui est en rouge, c'est ce qu'on définit au niveau du PASSEC comme étant le seuil minimum de compétences. Ça veut dire que les élèves qui sont en dessous de ce seuil auront des difficultés pour poursuivre leur scolarité. Primaire, lorsqu'on est en début de scolarité, et secondaire, lorsqu'on est en fin de scolarité. Donc, il y a un seuil minimum. Voilà. Donc, ici, par exemple, vous voyez, il y a des élèves qui sont en dessous du niveau 1. Ils sont environ 8%. Là, on est au début de scolarité. Hein.
il y a 8,7% d'élèves qui sont en dessous du seuil minimum de compétences, en dessous du niveau 1, pardon. Et tous ces élèves qui sont ici, là, ils sont en dessous du seuil minimum de compétences en langue, en début de scolarité. Ici, vous avez des élèves en mathématiques. Voilà, ici, il y en a 21,5 plus 7,3 qui sont en dessous du seuil minimum de compétences. Ce sont des élèves qui sont en très grande difficulté d'apprentissage, ce que nous révèle le résultat passé. Excusez-moi, je ne sais pas tout ce que je voulais vous dire sur les élèves. Alors, ensuite, là, on a une petite, j'ai trouvé cette perspective intéressante, hein, ça nous donne une petite comparaison par pays. Dans ce graphique, vous avez le pourcentage d'élèves selon le niveau de compétence atteint en langue en début de scolarité. Et ici, la ligne rouge, ici, c'est le seuil minimum de compétence. Tous ceux qui sont à droite, ce sont les élèves qui sont au-dessus du seuil de compétence. Et vous voyez la performance du Gabon, vous pouvez comparer la performance du Gabon par rapport à d'autres pays. Donc, à gauche, vous avez des élèves qui sont au-dessous de ce seuil et à droite, des élèves qui sont au-dessus du seuil. Ce sont les graphiques que vous pouvez trouver dans le rapport PASSEC. Et cette communication, cet exposé, je le partagerai en version PDF pour que tout le monde puisse consulter ces chiffres. Pareil, ici, on a les mêmes résultats en mathématiques. Hein. Là, on est en début de scolarité. Ouais, vous voyez au-delà de la ligne rouge, ce sont les élèves qui sont au-dessous du seuil et les élèves qui sont en dessous. Vous voyez, par exemple, au Gabon, on a 11,4% d'élèves qui sont en dessous du seuil minimum de compétences en début de scolarité. Donc, ça, ce sont des élèves qui sont en très grande difficulté et qui vont avoir de la peine à poursuivre leur scolarité sans gros problème. Alors, j'ai une petite illustration pour ça. Alors, ici, vous avez la répartition en prenant des élèves selon le nombre moyen de lettres correctement lues en 1 minute. Ça veut dire qu'on donne aux élèves un certain nombre de lettres qu'ils doivent lire en 1 minute. Vous voyez au Gabon, par exemple, ici, voilà, vous avez 18,4% des élèves qui lisent en dessous de 6 lettres en 1 minute. C'est quand même des résultats qui sont assez préoccupants, hein, qui permettent de mettre le focus sur la nécessité au Gabon de développer ce qu'on appelle l'adaptation scolaire, c'est-à-dire l'appui aux élèves en difficulté. Bon, j'insiste sur le résultat du Gabon. Pareil, je peux prendre l'exemple en mathématiques ici. Alors, vous avez les élèves qui sont en début de scolarité. Voilà, on est en début de scolarité. Voilà. Au Gabon, par exemple, il y a, c'est le pourcentage d'élèves de bonnes réponses à des additions et des soustractions. Donc, il y a à peu près 82% qui arrivent à faire 8 plus 5. Il n'y a que 58% qui arrivent à faire 13 moins 7 en début de scolarité. C'est-à-dire on est en deuxième année primaire. Donc, ce sont quand même des compétences de base. Hein. Et quand on regarde la soustraction, l'addition 33 plus 29, l'addition à deux chiffres, il y a à peine un tiers des élèves qui y arrivent. Donc, des difficultés en maths, des difficultés en français qui nous situent sur le niveau de notre système éducatif. Vous voyez, là, on a vraiment, on parle souvent de la question du niveau des élèves. Avec le rapport passé, le niveau des élèves est documenté. On peut dire quel pourcentage d'élèves est en difficulté et on peut articuler des aides à ces élèves. Toujours dans ces résultats, alors, vous savez, globalement, bon, là, je n'ai pas de difficulté de nos élèves, hein, mais lorsqu'on regarde les scores, la position du Gabon par rapport à l'ensemble des pays évalués, on se rend compte que nos élèves, ils ont beau être majoritairement en grande difficulté, on remarque que les résultats du Gabon sont quand même au-dessus de ceux des autres pays, que ce soit en langue ou en français. Hein, en fait, c'est comme si on était premier avec 8 de moyenne. Voilà. C'est ce que je peux dire. Vous voyez, ici, par exemple, vous avez les comparaisons du Gabon avec d'autres pays. Hein. Nos résultats sont à peu près équivalents à ceux du Burundi et à ceux du Congo. Là, on est en langue. Et ils sont supérieurs à tous les autres pays. Vous voyez les flèches en haut, ça veut dire que les résultats du Gabon sont supérieurs à tous les autres pays. Là, on est en début de scolarité primaire et on est en langue. En mathématiques, on a des résultats similaires. Hein. Nos résultats sont similaires à ceux du Burundi et du Congo. Et ils sont supérieurs à tous ceux des autres pays en langue, en mathématiques, en début de scolarité primaire. Je vais quand même illustrer
avec ce qui se passe en fin de scolarité primaire, parce que c'est quand même important de regarder aussi. Alors, ce qui se passe en fin de scolarité primaire, ici aussi, vous avez les mêmes échelles de niveau, pour mesurer les compétences des élèves, une échelle à 4 niveaux en français et une échelle à 3 niveaux en langue. Les élèves qui sont en dessous du niveau 1 ou du niveau 2 sont en dessous du seuil des compétences minimales. Et en mathématiques, les élèves qui sont en dessous du niveau 1 sont sous le niveau de compétences minimales, ce sont les élèves qui sont en grande difficulté. Là, vous avez les pourcentages pour illustrer tout ça. Ici, vous avez la position des élèves gabonais. Là, on est en fin de scolarité primaire. Hein. Vous avez à peu près 5% des élèves qui sont en dessous du seuil minimal de compétences en fin de scolarité primaire. 5% des élèves gabonais sont en dessous du seuil minimal de compétences en français. Vous avez à gauche, en mathématiques, vous avez à peu près autour de 32% des élèves qui sont en dessous. Il y en a beaucoup plus, hein, donc plus de difficultés en mathématiques qu'en français. Donc, ça fait des résultats relativement médiocres. Mais cette médiocrité nous place quand même au-dessus de l'ensemble des pays évalués. Hein, vous voyez à gauche, vous avez les scores en lecture, donc en langue, et à droite, vous avez les scores en mathématiques, où on est juste surpassé quelque peu par le Sénégal. Donc, voilà les résultats de nos élèves à l'évaluation PASSEC 2019. Ici, j'ai mis aussi des comparaisons interpays. Bon, j'en ai déjà parlé pour le niveau de scolarité primaire, donc je ne vais pas insister pour la fin de primaire. Par contre, il peut être intéressant de regarder quelques facteurs explicatifs de ces résultats. Donc, l'environnement scolaire et les caractéristiques des élèves en lien avec leur performance. Alors, le PASSEC est beaucoup plus exhaustif que ce que j'ai fait. Hein. Moi, j'ai juste pris quelques facteurs, comme le genre des élèves ici. Alors, ce graphique, il est intéressant parce qu'il permet de voir les différences entre garçons et filles. Vous voyez, les filles, c'est le rond, les garçons, c'est le carré. Vous voyez que, je prends l'exemple du Gabon. En bleu, c'est la lecture, donc la langue, et en vert sont les mathématiques. Alors, si on prend en bleu, donc en langue, il y a très peu d'écart entre garçons et filles. Les écarts ne sont pas significatifs. Alors qu'en mathématiques, les écarts sont beaucoup plus significatifs au bénéfice des garçons. Donc, il y a lieu de mener des réflexions. Là, on est dans les perspectives de recherche. Hein. Il y a lieu de mener des réflexions sur l'explication. Qu'est-ce qui fait que les garçons réussissent mieux que les filles en mathématiques à l'école primaire? Donc, ça, ce sont des matières à penser qui peuvent permettre d'articuler des recherches. Voilà. En français, en langue, il y a très peu de différence entre filles et garçons. Il y a un léger avantage pour les filles en langue. Voilà. Et vous voyez que selon les pays, il y a des différences. Là, on est en début de scolarité. Ici sont les différences en fin de scolarité. Vous voyez ici en fin de scolarité au Gabon, entre garçons et filles. Gabon, entre les différences entre garçons et filles sont très peu significatives en langue, hein, avec ici par contre, bon, l'écart n'est pas significatif entre garçons et filles en langue. En mathématiques, il est un peu plus grand, mais on voit quand même qu'il y a un resserrement. Donc, il y a quelques différences de genre dans notre pays entre garçons et filles en termes de résultats, que ce soit en mathématiques ou en langue. Ici, c'est intéressant aussi, un autre facteur, c'est le soutien scolaire. Alors, on remarque que, alors ça c'est vraiment intéressant, c'est là où les chiffres sont importants. Hein? Les chiffres sont importants parce qu'ils nous permettent de relativiser certains points de vue. Alors, vous voyez ici, par exemple, on remarque dans notre pays qu'il y a il n'y a pas de différence significative entre les élèves qui bénéficient du soutien scolaire et les élèves qui n'en bénéficient pas, alors qu'ailleurs, il y a des écarts. Ça permet, nous, en tant que chercheurs en éducation, l'hypothèse, ce n'est pas que le soutien scolaire est inutile, mais par contre, on peut se poser la question de la qualité du soutien scolaire. Les élèves qui bénéficient du soutien scolaire, de quelle qualité est ce soutien scolaire-là? Donc là aussi, il y a des champs de recherche qui se dégagent pour voir comment s'effectue le soutien scolaire, quels sont les profils des fameux répétiteurs, hein, que certains parents payent parfois très cher. Hein. Quels sont les profils de ces répétiteurs? Est-ce que
Est-ce qu'ils apportent réellement quelque chose à nos élèves? Et là, l'étude PASSEC est assez révélatrice pour dire qu'il n'y a pas de différence significative entre les élèves qui bénéficient de cours de soutien et ceux qui n'en bénéficient pas. Je sais que dans certaines écoles, les cours de soutien sont quasiment institutionnalisés. Donc, il faudrait vraiment, c'est une question de recherche qu'il faudrait creuser, qu'il faudrait approfondir. Alors, on continue avec un autre facteur explicatif intéressant, c'est la possession de livres à la maison. Donc, ici, on voit quand même dans notre pays une différence significative. Hein, c'est assez visuel, c'est assez intuitif. Hein. Vous voyez, plus le rond et le carré sont écartés, plus ça montre qu'il y a une différence au niveau des résultats, entre le fait de, chez les élèves dont les parents ont des livres à la maison, et qui les mettent à disposition des élèves, et ceux qui n'en disposent pas. Donc, le fait de disposer des livres à la maison, d'avoir une bibliothèque, que les enfants puissent avoir accès à la lecture, est un facteur de réussite scolaire. Ça le PASSEC le démontre très bien, en particulier dans notre pays. Donc, le deuxième facteur explicatif, c'est la possession de livres à la maison. J'en ai sélectionné quelques-uns. Hein. Si vous allez dans le rapport PASSEC, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de facteurs que ceux que j'indique ici. Un autre facteur explicatif, c'est la fréquentation du préscolaire. Alors, ici encore, quand vous regardez les résultats du Gabon, on se rend compte que ce soit en mathématiques ou en français, les élèves qui ont eu la chance de fréquenter le préscolaire réussissent beaucoup mieux que ceux qui ne fréquentent pas le préscolaire. Ça aussi, c'est en lien avec la disparité urbain-ruraux, parce qu'en zone rurale, il y a très peu de classes pré-primaires. Hein. Ici, PASSEC a collecté quelques données sur la préscolarisation. Il y a à peu près 72% des élèves de deuxième année primaire qui ont fréquenté le préscolaire. Et en cinquième année primaire, ils sont 69% environ. Vous voyez que le Gabon a le taux de préscolarisation le plus élevé des pays qui ont été enquêtés. Donc, tout ça, ce sont des facteurs explicatifs qui nous permettent de comprendre la réussite de nos élèves. Je pense que tout à l'heure, lorsqu'on va discuter, on pourra approfondir cette question. Excusez-moi. Je n'ai pas fini avec des facteurs explicatifs. Donc, j'en étais au préscolaire. Donc, on a déjà parlé du soutien scolaire. On a parlé... Voilà, on a parlé de la possession de livres à la maison. On a parlé du préscolaire. Je crois que j'ai mis un autre facteur. On va regarder ça tout de suite. Alors, le statut de l'école. Alors là, c'est intéressant parce que si vous regardez le résultat du Gabon, mais même d'autres pays, on se rend compte que les écoles privées réussissent mieux que le public. Le privé a des performances meilleures que le privé. Enfin, le privé a de meilleures performances que le public, que ce soit en début ou en fin de scolarité primaire. Donc, les bons résultats du Gabon pourraient s'expliquer par la prédominance par le privé. Hein. C'est le privé qui pourrait avoir tendance à pousser les résultats du Gabon vers le haut. Donc, il y a une disparité public-privé qui serait assez intéressante à analyser en profondeur, à questionner en profondeur. Donc, voilà un peu l'environnement, voilà les facteurs, certains facteurs, hein, j'en ai sélectionné quelques-uns, hein, juste pour illustrer, qui permettent d'expliquer les performances de nos élèves. Alors, je vais terminer par les connaissances, les compétences et les caractéristiques des prestations des enseignants, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, PASSEC 2019 a évalué les enseignants. Ici, comme pour les élèves, pour les enseignants, on a défini des niveaux de compétences disciplinaires des enseignants. Bon, je ne rentre pas dans les détails, hein, pour avoir les détails en regardant le rapport. Juste pour illustrer, quand on regarde le Gabon, alors, ici en bleu, vous avez le pourcentage d'enseignants qui sont en dessous du niveau 1 en compréhension de l'écrit. Donc, ils sont à peu près 4% au Gabon. Donc, ce sont les enseignants qui sont en dessous du niveau. On peut considérer que niveau 1, niveau 2, donc il y a à peu près un tiers des enseignants au Gabon qui ont de la difficulté à maîtriser les compétences qu'ils doivent enseigner en français. Ils sont à peu près un tiers.
Donc, c'est quand même assez problématique. Ça questionne nos formations. Hein, ça questionne nos formations d'enseignants, les ENI, le contenu de la formation. Si un tiers des enseignants ne maîtrisent pas les compétences qu'ils doivent enseigner en langue, ça laisse songeur. Hein. Là, on est en français. Si on regarde en mathématiques, c'est à peu près les mêmes chiffres. Hein. Vous voyez ici, tous ceux qui sont en bleu ou en orange, là, c'est le pourcentage, ce sont les enseignants qui ne maîtrisent pas suffisamment les compétences qu'ils doivent enseigner en mathématiques. Donc ici, c'est à peu près le tiers également des enseignants gabonais qui ne maîtrisent pas les compétences qu'ils doivent enseigner. Alors, si un enseignant ne maîtrise pas les compétences qu'il doit enseigner, ben, ça laisse songeur. Ça laisse songeur et ce sont des questions qui demandent à être investiguées. On doit regarder froidement nos formations dans une approche d'assurance qualité pour savoir si ces formations répondent à ce qui est attendu d'elles et comment on pourrait comment on pourrait les faire évoluer. Comment on pourrait les faire évoluer. Alors, ici, on a les scores globaux des pays. Là, c'est pour une comparaison. Hein. Donc, le score moyen, c'est 500. Les enseignants gabonais, en compréhension de l'écrit, sont à 548, donc au-dessus de la moyenne. En mathématiques, à 501, donc très, très légèrement au-dessus de la moyenne. Voilà, tout ça, vraiment, ça questionne, j'insiste là-dessus, ça questionne la qualité de la formation des enseignants. Donc, voilà un peu, de façon très, très ramassée, ce que nous disent les résultats passés. Alors, je vais terminer en schématisant un peu sur les principes de recherche. Moi, je vois bien une entrée par une entrée en éducation comparée, regarder les résultats des élèves gabonais par rapport aux résultats d'autres pays qui ont participé à l'étude, du Cameroun, du Congo, des pays voisins qui ont des caractéristiques similaires. On peut rentrer par une approche psychopédagogique. Donc, on a regardé l'environnement scolaire, la classe, l'organisation des enseignements, comment ça influe sur les performances. On peut faire une entrée par le didactique du français. Je vois que dans le groupe, il y a plusieurs didacticiens. Didactique du français, didactique des mathématiques. Regardez ce que les élèves savent faire, ce que les élèves ne savent pas faire et comment on peut investiguer à fond toutes ces questions liées au phénomène d'enseignement et d'apprentissage des mathématiques et du français. On peut aussi faire une entrée par l'économie de l'éducation, hein, essayer de lier par des études économétriques les facteurs de réussite au score des élèves pour voir. Donc voilà, donc schématiquement, c'est ça. On a un environnement d'apprentissage, hein, si on a un modèle explicatif, hein, on a un environnement d'apprentissage qui est lié aux connaissances, aux caractéristiques des enseignants, qui explique les performances des élèves. Et j'en ai pas beaucoup parlé, mais le rapport PASSEC montre toute l'importance du leadership des directeurs d'école. Hein, les directeurs d'école qui ont bénéficié de formation initiale, formation continue, en général, dans ces écoles, les élèves réussissent mieux. Donc là aussi, ça pose la question de la formation, dans notre contexte éducatif, ça pose la question de la formation des chefs d'établissement. Tout ça, ce sont des champs de recherche. Hein, les questions didactiques, les questions de la formation des enseignants, les questions de la formation des chefs d'établissement, les questions d'environnement scolaire. Hein. Je n'en ai pas parlé, mais dans le rapport passé, vous allez voir un lien entre la taille des classes et les performances des élèves. Hein, et là, il peut y avoir des résultats surprenants. Hein. Je n'ai pas envie de tout dire. C'est vraiment une invitation à la lecture du PASSEC et surtout à se positionner en tant que chercheur pour voir comment on peut aller plus loin dans l'analyse de ces résultats. Et je vais terminer mon propos. Alors, si vous avez un téléphone devant vous, si vous allez sur Google Scholar, si vous tapez PASSEC, vous allez vous rendre compte qu'il y a plus de 4000, ça fait pas très longtemps que je l'ai fait, mais la dernière fois que je l'ai fait, il y a plus de 4000 articles qui portent sur les résultats passés. Et sur ces articles qui portent sur les résultats passés, il y en a très, très peu dont les auteurs sont des chercheurs d'Afrique subsaharienne. La très, très grande majorité, on a fait l'étude à la Confémène, plus de 90% des articles qui portent sur les données passées, les auteurs sont des anglo-saxons, des Australiens, des Britanniques, des Américains, quelques francophones, en général c'est des Belges et des Français, mais il y a très peu de chercheurs d'Afrique subsaharienne. Voilà, donc vraiment je vous invite, chers collègues, vraiment à vous approprier ce rapport, hein, pour voir ce qu'il est possible de faire
ce qu'il est possible de faire en termes de recherche pour approfondir, pour investiguer certains points. Donc, voilà, docteur Mireille Sono, ce que je voulais dire, chers collègues. Voilà ce que je voulais vous dire d'entrée de jeu. C'était même un petit exposé pour jeter comme un pavé dans la mare pour qu'on puisse discuter. Voilà, Bien, j'en ai terminé. merci. J'espère que je suis Merci. resté dans les temps. Oh non, c'est parfait, il n'y a pas de problème. OK. On s'entend OK. bien. Alors, Merci. ce qu'on va faire, c'est comme il n'y a pas, il y a quand même 10 personnes, donc on peut laisser aux uns aux autres la possibilité de poser leurs questions sans écrire, donc de formuler verbalement leurs questions. Donc, s'il y a des questions, les gens peuvent réagir déjà, par exemple, lever la main, puis comme ça, je donne la parole. Sinon, je vais commencer déjà par te féliciter, Guy Roger, pour cette présentation des résultats PASEC 2019. Alors, je voudrais que si tu peux, hein, revenir sur 3 éléments. D'abord, il y avait la connaissance et compétences des élèves. J'ai pas très bien, parce que tu as montré un peu, puisqu'on a travaillé sur français et mathématiques, on ne voyait pas bien en fait les niveaux parce que c'était par niveau. Donc, ceux qui étaient, par exemple, je crois, au-dessus de 2, c'était ceux qui avaient peut-être le bon niveau. Donc, niveau 1 et 2, c'est quel pourcentage? Et puis, quelles sont les différentes compétences des élèves? C'est-à-dire, quand on est au niveau 3, 4, c'est on a atteint quelles compétences? Et puis, voilà, qu'est-ce qu'on recherchait déjà? Donc, il y a d'abord ça comme première question. Et j'ai aussi été intéressée par la possession de livres à la maison. Alors, cette évaluation qui a été faite par le PASEC, est-ce qu'il s'agissait d'une évaluation de la lecture par les élèves, c'est-à-dire de savoir si les jeunes lisent ou bien c'était simplement de savoir s'ils ont des livres à la maison, parce que c'était marqué possession de livres à la maison. Et puis, la dernière question concerne l'évaluation des enseignants. Donc, alors, vous dites que vous avez fait une évaluation d'enseignants. Est-ce qu'il y a donc une échelle de compétences qui a été établie? C'est-à-dire que quand vous dites, par exemple, qu'un tiers ne maîtrise pas les compétences, c'est à partir de quelle échelle de compétences? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut avoir comme compétences? Ça a été listé, on s'est basé sur quelle théorie ou quel théoricien? Et puis, qu'est-ce qui a été majoritairement atteint, qu'est-ce qui n'a pas été atteint? Voilà, donc, et enfin, quelles sont les solutions? Parce que là, on a ressorti un peu les problèmes. Et quelles sont vraiment les solutions proposées par la PASEC, par le PASEC, autant pour moi, par rapport à tous ces dysfonctionnements? Après, il y a M. Agonjo aussi qui va prendre la parole. Donc, si tu peux commencer par répondre avant de donner la parole à M. Agonjo. OK, je vais rapidement te répondre hein, avant de donner la parole à M. Agonjo. Tu as posé une question sur l'échelle des compétences. Alors, je te la présente rapidement. Hein, l'échelle de compétences. En fait, ce sont des échelles qui sont élaborées à partir des recherches, hein, de travaux de didacticiens. En général, au PASEC, on travaille en collaboration avec l'Université de Liège, hein, les chercheurs de l'Université de Liège. Mais bon, pour la prochaine évaluation PASEC, il y a l'idée d'élargir le champ, donc d'intégrer des chercheurs d'universités africaines. Donc là, ce sont des travaux qui sont des échelles de compétences qui sont assez documentées hein, sur la recherche. Donc, par exemple, les élèves qui sont au niveau 4, donc ce sont des lecteurs intermédiaires hein, vers une lecture autonome pour comprendre. Ce sont les élèves qui ont atteint un niveau de déchiffrage de l'écrit et de compréhension orale qui leur permet de comprendre les informations explicites dans les phrases et les textes courts. Ils sont capables de croiser leurs compétences de décodage, etc. Donc, tu vois, c'est à chaque niveau est décrit. Les compétences acquises par les élèves du niveau sont décrites. Hein. Là, par exemple, on est à l'échelle de compétences, on est en début de scolarité. Donc, tu vas voir que dans le rapport, chaque niveau est décrit. Hein. Chaque niveau est décrit. On sait ce que les élèves savent faire pour chacun des niveaux. D'accord. Et voilà. Et là, en mathématiques, c'est la même chose. Hein. Donc, les niveaux sont les échelles qui sont assez documentées. Alors, concernant, tu as posé une question sur la possession de livres à la maison. En fait, il y a tout un tas d'indicateurs. L'idée, c'est d'évaluer, en fait, c'est on évalue la disponibilité des livres à la maison. Hein, on pose des questions aux élèves, aux directeurs des écoles, aux parents d'élèves, enfin, aux enseignants.
on veut avoir un indicateur sur la disponibilité des livres à la maison en supposant que le fait que les livres soient disponibles, eh bien, ça fait que la probabilité qu'un élève qui ait des livres disponibles à la maison, il a une plus grande probabilité d'être lecteur qu'un élève qui n'en dispose pas. Voilà, donc c'est un peu, voilà, c'est une mesure un peu indirecte je sais que toi tu t'intéresses au sujet lecteur, mais c'est une approche un peu indirecte du sujet lecteur. Voir comme si on suppose que si les livres sont disponibles à la maison, il y a plus de, c'est pas automatique, hein, c'est pas parce qu'il y a des livres à la maison que les élèves lisent forcément, mais on se dit que plus il y a de livres à la maison disponibles à la portée de l'enfant, hein, plus l'enfant a de chance de lire. Et on se dit aussi qu'un parent qui a des livres disponibles à la maison, c'est aussi un parent qui a le souci de la lecture, donc qui a plus de probabilité d'inciter ses enfants à lire, à se documenter. Mais toujours est-il qu'on peut avoir effectivement des bibliothèques à la maison, c'est pas comme, de toute façon on est d'accord, c'est pas ce qui prouve que les enfants lisent et ça ne résout peut-être pas totalement le problème quoi, de la lecture. On est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. Pareil, sur les niveaux de compétences des enseignants, je vais illustrer aussi. Ici aussi, ça repose sur la littérature scientifique. Hein. Voilà, donc les niveaux sont documentés. Les enseignants qui sont au niveau 1, on sait ce qu'ils savent faire en langue. Les enseignants qui sont au niveau 2 et qui sont en dessous du niveau 1, on sait ce qu'ils savent faire. Voilà, donc ça nous permet, en fait, l'évaluation PASSEC a permis sur les enseignants de dégager des besoins de formation des enseignants, que ce soit en langue ou en mathématiques. Et c'est pour ça que cet exposé est intéressant, parce que le rapport PASSEC n'apporte pas de solution. Le rapport PASSEC pose des problèmes sur la table, une foultitude de problèmes. On essaie de relier les problèmes entre eux. Mais on n'apporte pas de solution. C'est vrai qu'il y a des pistes de réflexion dans le rapport, mais ce ne sont que des pistes de réflexion. Les chercheurs des pays doivent s'approprier ces résultats pour investiguer en profondeur les questions qui les intéressent. Voilà. Donc, on ne vient pas avec des solutions toutes faites. Hein? On ne vient pas avec des solutions toutes faites. On vient avec de la matière à penser. On vient avec de la matière première brute pour que les chercheurs s'en approprient et qu'ils poussent les psychologues, les sociologues, les didacticiens, les psychopédagogues, les économistes de l'éducation. Tout le monde est invité à s'approprier ces résultats. D'accord. Voilà. Donc, il y a M. Agonjo qui voulait… Oui, il va parler après. Il y a M. Payos aussi qui va parler. OK. OK, d'accord. Je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions. C'est bon, on va rebondir pour l'instant. OK. D'accord. Vous pouvez activer votre micro. Hein, OK. Alors, bonsoir. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la matière. Je suis plutôt doctorant en psychologie, mais psychologie du travail. Mais je m'intéresse bien à ces questions d'éducation. Alors, une de mes questions qui est déjà répondu par rapport à l'échelle qui a été utilisée pour évaluer les compétences. Et, attends un instant. Et alors, donc, moi, je voudrais dire, c'est que dire qu'un tiers, je crois que c'est ça la donnée qu'il a relevée, un tiers des enseignants ne maîtrisent pas les compétences qu'ils doivent enseigner, c'est un problème sérieux. Parce que finalement, ces compétences qui ne sont pas maîtrisées par les enseignants, donc très mal transmises, ont pour conséquence des connaissances avec des biais, des savoirs et des savoir-faire avec des biais qui sont transmis aux élèves, et que pour l'année d'après, donc ils passent la classe avec des lacunes qui ne résultent pas des enfants, mais de ce qui leur a été mal transmis. Voilà, et ça, ce n'est pas une très bonne chose. Mais bon, pour la question qui m'intéresse, c'est celle de savoir, est-ce que localement, lorsque le PASSEC, est-ce que localement le PASSEC s'est appuyé sur des données, par exemple, qui auraient été recueillies déjà par ceux qui ont les encadreurs locaux, je pense les conseillers ou les inspecteurs de ces disciplines-là localement? Voilà ma question. OK, merci beaucoup. Hein? Merci beaucoup. La psychologie, les psychologues sont forcément au cœur de l'éducation. Hein? Donc, on est du même monde. Alors, est-ce qu'on prend en compte les données recueillies par les conseillers pédagogiques, encadreurs pédagogiques? Ce qu'il faut dire, c'est que, en fait, PASSEC, c'est un regard externe sur le système éducatif. C'est comme si un psychologue venait dans ma maison et essayait de mesurer
le niveau d'éducation de mes enfants, la politesse de mes enfants. Donc, pour ne pas introduire de biais, il faut que l'évaluateur externe je ne sais pas comment, c'est un regard externe qui doit permettre la comparabilité avec d'autres systèmes éducatifs. Et l'idée, c'est de faire un diagnostic du système éducatif pour que les chercheurs s'approprient du diagnostic pour investiguer en profondeur. Par exemple, vous avez mis le doigt sur quelque chose de fondamental, sur le fait qu'un tiers des enseignants ne maîtrisent pas, bon, quand on dit ne maîtrisent pas, c'est un abus de langage, ne maîtrisent pas suffisamment. Parce qu'en fait, la maîtrise des connaissances disciplinaires, parce qu'elle évalue aussi la maîtrise des connaissances et compétences didactiques. Donc, il y a des enseignants qui ne maîtrisent pas suffisamment la matière. Voilà, j'espère avoir répondu à votre souci, M. Alonjo. Bien sûr. Oh, OK. Merci. Merci. Modératrice? La modératrice n'est plus là. Je vois qu'il y a monsieur... Je suis là, je Allô, suis là. la modératrice a disparu? Non, non, je suis là avec vous. OK, d'accord. Il y OK. a monsieur les Kwangoy, hein, c'est ça? J'espère que je ne... voilà, monsieur Alain qui avait levé la main tout à l'heure. Donc, vous avez la possibilité de parler maintenant. Allez-y. Alain? Bien, merci. Je suis Alain Lekwangoy, inspecteur enseignement primaire. J'ai vraiment suivi avec beaucoup d'attention monsieur le docteur. En fait, je voudrais revenir un peu sur l'aspect, il a évoqué l'aspect sur le statut de l'école. Oui, sur le statut de l'école, mais je voudrais peut-être établir une corrélation entre la qualité de la formation et le statut de l'école, parce que vous nous avez dit que, apparemment, l'école privée offrait des meilleures performances par rapport à l'école publique. Or, l'expérience que j'ai du terrain, et ce que vous dites, ça je le vois dans les établissements privés, mais nous avons un souci. Je me pose toujours cette question d'abord de savoir comment, par rapport au niveau de recrutement, parce que nos écoles privées, nous savons, peut-être qu'il faut aussi mettre une catégorisation des écoles privées telles que nous les voyons. Et ces écoles privées, à l'école publique, nous avons le curriculum qui est mis en place. C'est l'approche par les compétences dans le contexte camerounais. Et dans les établissements privés, où la majorité des établissements, lorsque nous avons effectué les contrôles et autres, tout ça, il y a un problème avec l'utilisation du curriculum officiel. Ils ont d'autres programmes, ils ont d'autres ouvrages qu'ils utilisent, et ainsi de suite. Donc, il y a déjà ce problème qui se pose. En plus, nous avons, comme je parlais évidemment au niveau du recrutement, vous l'avez évoqué, nous avons certains enseignants, par exemple, dans les établissements privés. Lorsqu'on regarde, bon, le niveau varie, alors qu'à l'école publique, le niveau du recrutement des enseignants, bon, c'est généralement niveau bac avec la formation à l'ENI. Or, le niveau de recrutement, il est disparate au privé, mais curieusement, un enseignant, et ça, je me suis toujours posé cette question, comment un enseignant formé sur 2 ans à l'ENI, aux pratiques pédagogiques, didactiques, ne fournit pas de bons résultats par rapport à un enseignant qui se retrouverait dans le privé pour lequel on était dans un centre de formation et ainsi de suite. Donc, il y a ce questionnement qui revient. Est-ce qu'à ce niveau, vous avez regardé au niveau dans le statut de l'école, évidemment en lien avec la qualité de la formation, si ces établissements-là utilisent les mêmes programmes? Parce que moi, c'est un peu la préoccupation. Je me pose toujours la question, pourquoi les écoles privées offrent des meilleures performances par rapport à l'école publique qui a un programme bien établi, officiel, et les établissements privés, bon, c'est très rare. Là, je suis chef de circonscription en ce moment dans le Haut-Ogooué, je fais le tour depuis l'année dernière. Vous ne pourrez pas trouver un curriculum ou un système d'évaluation selon l'approche par les compétences. Et le niveau, il est vraiment disparate.
Donc, c'est un peu des inquiétudes que j'avais pour savoir, est-ce que vous avez évoqué que vous avez pris en compte le niveau de recrutement, mais au niveau des programmes, au niveau de... oui, au niveau des programmes qui sont utilisés dans ces établissements-là, est-ce qu'on a jeté un regard à ce niveau-là? C'est un peu des questions que je posais au pif comme ça. Merci beaucoup, monsieur l'inspecteur. En fait, dans votre intervention, vous avez en plus de poser des questions, en plus de poser des questions, vous y avez répondu aussi vous-même, hein. En fait, j'ai donné des résultats de façon globale, hein, de façon ramassée, mais c'est clair qu'il y a une catégorisation. Ça ne veut pas dire que tous les établissements privés réussissent mieux que le public, hein. Il y a des catégories de privés. Il y a des privés qui ont des enseignants de qualité. Haut niveau de formation, ça aussi le PASTEC le dit, qui ont de très bons niveaux de formation, de qualité. Il y a des privés qui respectent les normes éducatives, donc les programmes, etc., etc. Ce sont ces privés de qualité-là qui réussissent mieux. En fait, dans l'évaluation PASTEC, on fait ce qu'on appelle un échantillonnage. Ça veut dire que on va dans l'échantillon, chaque catégorie d'établissement va être représentée. Vous voyez? Donc, quand on dit que le privé réussit globalement mieux que le privé, dans ce privé-là, on intègre, dans le cas du Gabon, on intègre le professionnel, le privé, on intègre le confessionnel, et puis le privé laïque. Mais ça ne veut pas dire que tous les établissements privés sont bons. C'est pour ça qu'en ce moment, est en train d'être élaboré un rapport national et toutes ces questions-là. Sur la question des enseignants du public gabonais qui sont bien formés et dont les élèves n'ont pas forcément les résultats attendus. Mais c'est simplement parce que le facteur enseignant n'est pas le seul facteur explicatif des résultats. Il y a l'environnement d'apprentissage, vous le savez mieux que moi, hein. Il y a des conditions de travail, il y a tout ce qui est autour, hein, tout ce qui est autour de l'enseignant qui explique tel ou tel résultat. Donc, en fait, vous avez plus. Vous dites, encore une fois, vous jetez un pavé dans la mare. Je vois autour de la table, il y a beaucoup de chercheurs en didactique, beaucoup de chercheurs en éducation. Là, vous avez déblayé le terrain pour eux. Vous leur posez des questions, en fait. Vous leur posez des problèmes. Et c'est le but de cet exposé, que chacun puisse ne pas regarder les résultats passer comme comment je peux dire ça, dans une approche comme quand on va au musée, aller regarder des objets exposés. Non, il faut s'approprier ces résultats et il faut investiguer certains points. Voilà ce que je voulais dire. D'accord. Il y a encore deux personnes. Peut-être qu'on va revenir sur M. Alain tout à l'heure, parce qu'il y a encore deux questions, enfin deux personnes qui attendent, dont les mains souffrent. Il y a Rodrigue et puis il y a Dex. Donc, on va commencer par Rodrigue. Rodrigue, tu peux prendre la parole. Après, on écoutera M. Dex. Oui, mais merci Mireille. Alors, je voulais intervenir sur deux aspects. D'abord, un peu dans le prolongement de ce que Guy Roger disait, à propos du PASEC, il faut voir ce mode d'évaluation un peu comme ça se passerait au niveau des comptes d'une entreprise. Il y a l'auditeur est toujours externe. Il arrive pour auditer des comptes, constater si la gestion est dans les normes comptables ou pas. Je crois que c'est ce que fait le PASEC également, en touchant sur... parce que là, on voit que ce qui est abordé, le système est audité sur beaucoup d'aspects. Donc, ça fait effectivement que les chercheurs, selon la perspective où ils voudraient se placer, peuvent trouver matière effectivement à mener à bien leur recherche. Mais j'allais aussi dire que les aspects, je crois, interpellent aussi les acteurs institutionnels, les autorités en premier. Je crois que
devant de tels résultats. Je ne sais pas s'il y a une restitution au niveau national, un atelier, quelque chose comme ça, qui devrait pouvoir aussi mettre le doigt là où ça ne fonctionne pas, la qualité des intervenants, la qualité aussi des infrastructures et un certain nombre d'autres éléments. Donc là, c'était un peu dans le prolongement de ce que Guy Roger disait. Maintenant, ma question, je voulais savoir, dans l'enquête des écoles publiques et des écoles privées, est-ce que ce que nous appelons les écoles conventionnées dans le cadre de notre système éducatif était intégré là-dedans également? C'était là ma question. Tu parles d'école conventionnée type gros bouquet qui ont le programme français? Voilà. Gros bouquet, oui, oui. Non, c'est le système éducatif gabonais. Donc, c'est les élèves, c'est les écoles qui respectent le programme gabonais qui ont été évaluées. Sur l'interpellation des acteurs institutionnels, oui, ça c'est quelque chose qui est prévu par l'organisation du PASEC. Donc, il va y avoir une restitution, hein, le rapport national est en train d'être rédigé, il va y avoir une restitution institutionnelle et puis après, il y aura une communication officielle. Donc, il y a tout un tas les financements sont déjà trouvés, il y a tout un tas il y a un mécanisme qui est mis en place pour restituer les résultats au niveau institutionnel. Donc, de ce côté-là, les choses sont en place. Donc, il y a même une réflexion pour l'utilisation des résultats dans les réformes éducatives. Le gros questionnement sur lequel on réfléchit, on essaie de trouver des bourses de post-doc, de bourses de doctorat, pour que les chercheurs africains, hein, on cherche des financements là-dessus, c'est en très bonne voie, pour que les chercheurs africains s'approprient des résultats pour investiguer en profondeur là, quoi. On voudrait vraiment à la Confémène que les chercheurs africains s'approprient ces résultats. Voilà, donc je ne vais pas trop. Voilà. Merci Rodrigue pour tes questions. D'accord. Avant de donner la parole à M. Dex, j'ai omis le doigt levé, la main levée de M. Payos depuis longtemps. Est-ce que M. Payos peut prendre la parole si vous avez, s'il y a plus coupure chez vous? Alors, oui. Bon, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, excusez-moi du retard et puis des problèmes techniques. En fait, je n'ai pas bien suivi la restitution, mais je suis vraiment beaucoup intéressé. Alors, la première question, c'était de savoir pourquoi les autres matières ne sont pas prises en compte lors de cette évaluation externe. Et la deuxième question, par rapport aux perspectives de recherche, est-ce qu'il y a possibilité d'être accompagné? Parce que je suis en fin de rédaction de ma maîtrise sur l'évaluation externe à l'Université Laval. Ce sujet peut bien m'intéresser, mais est-ce qu'on peut avoir des accompagnements pour comparer par rapport à plusieurs entrées? Je peux utiliser l'entrée didactique. Je signale que je suis un enseignant de sciences de la vie et de la terre, c'est-à-dire qui s'intéresse beaucoup aux problèmes de l'éducation. OK, merci beaucoup Payos. Pourquoi les autres matières ne sont pas prises en compte? Parce qu'on est dans une logique de discipline de service, hein. On est au primaire, on se dit que la poursuite d'une bonne scolarité passe par la maîtrise de la langue d'enseignement et passe par la maîtrise des mathématiques. Mais là, on est en train de réfléchir sur l'évaluation du secondaire et là, d'autres disciplines seront prises en compte, notamment les sciences physiques et SVT. Sur l'accompagnement des chercheurs, il n'y a pas de problème. Tout à l'heure, je l'ai dit, hein, les mécanismes sont en train d'être mis en place et vous serez informés en temps et en heure sur ce qui va être proposé pour accompagner les chercheurs. Voilà. Merci. OK. J'espère qu'on a répondu à votre question, M. Payos. Comme ça, on va revenir sur M. Dex avant de donner la parole à Madame professeure Ayant. Dex, vous nous entendez? Dex, oui, allez-y. Oui, Mireille, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Guy Roger. Bonsoir, mon beau-père. Bonsoir, monsieur le directeur. On est dans un cadre professionnel ici. Écoutez, je voudrais d'abord m'excuser, hein, parce que Mireille, tu m'as envoyé le lien
voyez, à la dernière minute. Donc, le temps que je m'installe moi-même aussi, ce qui fait que une bonne partie de l'exposé, sinon tout l'exposé, je ne suis arrivé qu'à la fin, au moment où il commentait le dernier tableau relatif comment dire, aux différents pourcentages là, sur la maîtrise des compétences et des connaissances des enseignants. C'est à ce moment-là que j'ai pu réellement me connecter. Cela dit, j'interviens surtout pour apprécier le travail et rebondir par rapport à ce que disait Guy Roger lui-même, c'est-à-dire que ce rapport du PASEC, qu'on puisse véritablement l'exploiter avec toutes les entrées qu'il a affichées. Alors, moi qui travaille maintenant sur la langue française et sur les mathématiques, justement, en interdisciplinarité, notamment l'influence de la langue dans l'apprentissage des mathématiques. Quelle est la place de la langue que le professeur de mathématiques accorde à la langue dans son processus d'enseignement. Donc, je voudrais donc savoir si à terme, le PASEC a aussi peut-être l'intention de transposer, puisque vous dites que l'intention de départ, c'est de maîtriser la langue française, de maîtriser la langue et puis les mathématiques au primaire. Est-ce qu'à terme, cette question ne doit pas aussi être, comment dire, portée jusqu'au niveau collège? Lorsqu'on sait que nos résultats en mathématiques, justement, pour ce qui est de nos élèves de collège et de lycée même, pose réellement problème parce que c'est ce qui est ma préoccupation. Et donc, moi, j'ai pointé la question de la langue dans l'apprentissage des mathématiques. Je soupçonne que les difficultés auxquelles sont confrontés nos élèves, nos apprenants, de manière générale, pour l'acquisition des mathématiques, je soupçonne qu'il y a une forte influence de la langue, du problème du langage là-dedans. Donc voilà un peu ce que je voulais vous partager. Oui, Roger? Oui, ok, d'accord. Je suis vraiment heureux de la perspective que tu dresses, hein, parce que si tu regardes même dans le résultat passé, je ne l'ai pas mentionné dans l'exposé, mais il y a des corrélations qui sont faites entre le niveau de maîtrise de la langue et le niveau de maîtrise des mathématiques, quoi. Surtout en début de scolarité primaire, on voit bien que le facteur langagier est déterminant. C'est-à-dire un élève qui ne maîtrise pas la langue française, hein, qui ne maîtrise pas la langue française a des grandes… Et ça, c'est documenté dans les niveaux dans les scores des élèves. Hein, on voit bien la corrélation entre le niveau de maîtrise de la langue française et la réussite en mathématiques. Et c'est pareil, le niveau de maîtrise de la langue française, la réussite dans les disciplines d'éveil, etc., etc. Donc, c'est une question, vraiment, tu mets le doigt sur quelque chose d'absolument fondamental. Et je pense que ta thèse est vraiment d'une rare pertinence. Hein. L'influence de la langue dans l'apprentissage des mathématiques, ce sont des questions qui sont déjà documentées dans d'autres contextes, mais qui sont très peu investiguées en contexte gabonais. Sur la question du collège, l'évaluation PASEC 2024 va être élargie au collège. Donc, on va évaluer le début du primaire, donc la deuxième année primaire. On va évaluer la cinquième année primaire et on va évaluer la classe de troisième, c'est-à-dire tout le cycle d'enseignement obligatoire. La deuxième année primaire, ça nous permet d'avoir une idée des acquis des élèves après le pré-primaire. La cinquième année primaire, c'est évaluer tout le cycle primaire. Et la troisième, l'idée, c'est d'évaluer tout le cycle d'enseignement obligatoire. Donc, on va entrer par là. Il y aura une évaluation. Ça sera… bon, on est en train de définir le cadre, hein, le cadre de référence de cette évaluation. Donc, il se peut que ce soit en maths et en français pour avoir la continuité de ce qui s'est fait. Et il y aura certainement les langues. Et puis là, on aura matière, puisqu'on va regarder les enseignants, on aura matière à poser ta question, hein,
Et je pense que ta thèse pourrait être un élément fondamental de notre cadre de référence pour l'évaluation PASSEC 2024. Donc, on est vraiment là, on est vraiment dans l'optique de cet exposé. Oui. C'est non seulement s'approprier les résultats PASSEC 2019, mais aussi contribuer aux réflexions en vue des prochains PASSEC. Parce que là aussi, on va avoir besoin des chercheurs africains qui vont être davantage impliqués sur la réflexion pour élaborer le cadre de référence de la prochaine évaluation PASSEC. Voilà, donc, vraiment, tes travaux sont vraiment d'une rare pertinence, voilà, autant pour l'apprentissage de la langue que pour l'apprentissage des mathématiques. Est-ce que ça va, Monsieur B, ou bien Oui, si tu permets donc, que je rebondisse, Mireille, est-ce que c'est possible? Vas-y. Oui, non, je disais merci Guy Roger. Et je voudrais aussi relever l'autre aspect dans cet échange, c'est que vous avez pointé le niveau, comment dire, l'appropriation des connaissances et des compétences par les enseignants eux-mêmes. Et j'avoue que là où je suis en train de préparer un protocole, je dois justement travailler avec des collègues en mathématiques pour des entretiens, justement dans la même, comment dire, dans la même perspective, quoi. C'est-à-dire, je crois que vous avez pointé pour ce qui est du premier degré de la formation initiale, et je crois que je soupçonne certainement que la même question va se poser ce qui est du secondaire. OK. Madame le professeur Eugénie va certainement intervenir. Guy Roger, quand vous parlez de compétences, là, c'est à partir du répertoire de connaissances de Philippe Perrenou, ou bien vous avez une autre échelle de compétences? C'est quoi votre socle de compétences ici? Ah, ça, c'est une question très, très difficile. Hein? C'est une question très, très difficile parce que c'est une évaluation internationale. Donc, on est obligé de tenir compte de plusieurs curricula. Donc, du coup, on a une définition de la compétence qui est très contextualisée par rapport à par rapport aux différentes approches adoptées dans les pays. Et ça aussi c'est documenté dans le rapport. C'est une question vraiment importante parce que c'est toute la difficulté du PASSEC, quoi. C'est pour ça qu'on réfléchit, on mène une étude en ce moment pour que les pays puissent, pour aller vers plus d'harmonisation dans les approches. Voilà, donc ça c'est vraiment, tu mets le doigt sur une question vraiment fondamentale qui nous préoccupe au plus haut point et sur laquelle on va inviter les chercheurs africains. D'accord. Voilà. Parce que ce serait vraiment bien qu'on ait un socle de compétences. Et tout à voilà. fait. Moi, c'est tout à fait. Alors, le professeur Ayant, vous avez la parole. C'est à vous. Hein. Activez juste votre micro, c'est fait déjà normalement. Voilà, c'est bon. Merci. Bonjour ou bonsoir à tous. Bonsoir. Je peux Bonsoir, féliciter Guy Roger et le PASSEC pour ce rapport et en même temps l'opportunité qui nous est donnée de pouvoir nous approprier les résultats. Je crois que à partir du rapport PASSEC 2019, nous allons rentrer dans une autre dynamique. Parce que on a souvent eu des rapports, mais qui n'étaient pas à notre portée et qui ne permettaient pas aux chercheurs de pouvoir rebondir, de pouvoir analyser, d'aller vraiment en profondeur sur les problèmes soulevés. Et je me félicite d'autant plus que le reproche qui nous a toujours été fait, nous, en tant que chercheurs africains, c'est la non-visibilité de nos recherches, de nos travaux, ou du moins, selon les rapports internationaux qui peuvent être faits, nous n'avions pas de réaction ou de répondant pour pouvoir justement résoudre les problèmes qui sont posés.
Je m'explique. Lorsque on peut voir les réactions des uns et des autres par rapport à la maîtrise des disciplines ou la maîtrise de la discipline par les enseignants et en même temps la maîtrise des techniques pédagogiques, on peut s'offusquer, on peut se dire mais on est trop sévère, on est trop ce rapport et les réactions qui pourront s'en suivre, les études qui pourront être menées vont justement nous aider à améliorer notre système éducatif. Et nous pouvons voir que, puisque nous avons commencé par la base, par le primaire, le fait déjà qu'il y ait une différence entre le privé et le public, peu importe les types de formation, cet écart va faire en sorte que ceux qui ont été moins pas moins bien évalués, qui ont eu des résultats moins valorisants, vont essayer de s'améliorer pour que justement le système éducatif gabonais puisse s'améliorer. La deuxième chose, c'est le leadership. J'ai pu remarquer le leadership des directeurs. Guy Roger disait tout à l'heure que les directeurs d'école qui avaient suivi une formation dans les établissements où les directeurs d'école avaient suivi une formation, les résultats étaient bons. Je pense que c'est ce qui se passe également dans les établissements privés qui sont, même s'ils ne sont pas dans l'école conventionnée, mais des établissements qui suivent le système français. Ce sont ces établissements-là où les résultats sont bons. Je crois que le désir de ces chefs d'établissement, c'est d'avoir de bons résultats pour amener les parents à s'inscrire dans leurs établissements. Donc, ils vont tout faire pour faire du chiffre et faire en sorte que ça s'améliore. Au niveau du public, le fait qu'il n'y ait pas de motivation, donc la motivation intrinsèque, la motivation personnelle de certains enseignants, fait en sorte qu'il y ait un certain laisser-aller, par rapport à la prise en main des classes. Je crois que ces chiffres doivent être mis à la disposition des chercheurs, mais également à la disposition des intéressés pour les amener à réaliser que même si tu es dans le noir, mais dans le noir, on voit quand même ce que tu fais. Donc, ça va leur permettre de s'améliorer. Et je dirais à ceux qui sont en thèse, que quand on est en thèse, on fait de la recherche, mais une fois qu'on a soutenu sa thèse, on ne voit plus d'articles. Donc, il faut qu'après la thèse, vous continuez à écrire des articles. Ce sont ces articles-là qui vont justement enrichir le monde de l'éducation, qui vont nous aider, qui vont aider le système éducatif gabonais à s'améliorer. C'est pour cela que les chercheurs du Nord qui sont rentrés dans cette dynamique de conquête de résultats. Qui dit conquête de résultats veut dire conquête du pouvoir pour un meilleur positionnement, sont en avance par rapport à nous. Donc, le PASSEG, bravo le PASSEG, et nous allons soutenir pour ceux qui veulent, en plus des contributions internationales pour les articles. Nous, au niveau de l'école normale supérieure, nous sommes là, nous aidons. Mireille, l'animatrice,
elle travaille en tandem avec plusieurs. Il y a l'association des enseignants chercheurs en éducation, il y a d'autres laboratoires. Donc, avant de regarder dehors, regarder à l'intérieur, regarder dans notre propre pays pour que nous puissions justement créer une dynamique au niveau de notre système éducatif. C'est ce que je voulais dire. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Guy Roger, tu as quelque chose à apporter par rapport à ça? Oui, je voulais, en fait, merci, professeur, chère grande sœur. Vraiment, je salue la densité de l'intervention. Hein. Ça résume un peu, en fait, ça situe un peu l'objectif de l'exposé. Moi, l'idée, c'est s'approprier des résultats, aller en profondeur, qu'on soit inspecteur, qu'on soit doctorant, qu'on soit chercheur confirmé. Tous ceux qui s'intéressent à la question de l'éducation au Gabon devraient s'intéresser à ce rapport pour essayer d'investiguer les questions, la question ou les questions qui rencontrent leur centre d'intérêt. Bon, elle a parlé des écoles privées publiques, elle a parlé de la nécessité de l'idée que les résultats soient répercutés au niveau des écoles. Ce sont des réflexions qui sont menées au sein de la Confémen. Et ça va être fait dans le cadre du Gabon. Les finances sont déjà trouvées. Elle a insisté sur l'importance du leadership des directeurs d'école. Ça, c'est vraiment un des points forts du rapport PASEC. Hein. Les écoles dans lesquelles, publiques ou privées, hein, dans lesquelles les directeurs d'école sont forts. D'ailleurs, ça, les inspecteurs ne me démentiront pas. Ceux qui ont l'expérience du terrain ne me démentiront pas. Et au privé, on a plus, elle l'a dit, hein, on a plus le souci de la reddition des comptes, de l'idée de rendre compte aux fondateurs. Il faut que l'école fonctionne, il faut qu'il y ait des résultats. Et ça ressort dans ces résultats-là. Donc, c'est vraiment, je vais pas en dire plus, mais c'est vraiment fondamental. Voilà. Je voulais quand même insister sur un petit point. Vous voyez, là, j'ai mis un petit graphique qui montre les différences entre les enseignants ayant bénéficié d'une formation continue et ceux qui n'en ont pas bénéficié. Vous voyez ici les résultats du Gabon. En statistique, on dit que la différence n'est pas significative entre les enseignants, entre les scores des enseignants qui ont bénéficié d'une formation et les scores de ceux qui n'en ont pas bénéficié. Ça nous questionne. Ça ne veut pas dire que les formations initiales sont inutiles ou qu'elles n'ont pas d'apport. Ça nous amène simplement à nous questionner sur la qualité de la formation initiale. C'est-à-dire que ce n'est pas le principe de la formation continue qui est à remettre en cause, mais c'est le contenu. Lorsqu'on forme nos enseignants en formation continue, les enseignants du primaire, qu'est-ce qu'on leur apporte? Est-ce que ce qu'on leur apporte répond à leurs besoins de terrain? Donc ça, ce sont vraiment des questions qui sont fondamentales, quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on ait une analyse à courte vue en se disant, bon, il n'y a pas de différence entre ceux qui ont bénéficié de formation continue et ceux qui n'ont pas bénéficié. Ça veut dire que la formation continue ne sert à rien. Et c'est là où l'œil du chercheur est pertinent. Parce que c'est le chercheur qui va aller essayer de regarder la qualité des formations continues. Le fait de réunir les enseignants 2 fois par semaine, leur faire un exposé magistral sur l'approche par les compétences, est-ce que c'est vraiment une formation continue? Si on ne les accompagne pas en classe, si, comme disait Armand tout à l'heure, si on ne va pas regarder leurs outils, leurs soucis, leur niveau de maîtrise de la langue, leur capacité à encadrer les élèves, etc., etc. Donc, ce sont des questions qu'on ne doit pas analyser de façon superficielle, quoi. Vraiment, d'où l'importance que vous, chercheurs, que nous, chercheurs, nous approprions ces résultats. Voilà ce que je voulais dire, Mireille. D'accord. Je ne sais pas, tout à l'heure, Alain avait, peut-être qu'il est resté un peu sur sa fin. Est-ce que vous voudriez encore poser une question? Est-ce qu'on vous a interrompu un peu trop tôt? Surtout que vous avez aussi le regard de l'inspecteur. Oui. Allez-y. Là, on n'entend plus rien, on ne vous entend pas. Voilà. Le micro? Okay. Oui, là, c'est bon. Oui. Oui, merci encore de me donner l'opportunité d'intervenir. Et en fait, j'avais déjà le souci de revenir sur l'aspect leadership, tel que Madame le disait déjà tout à l'heure, avant moi, et comme le dit bien aussi Guy Roger.
C'est un problème. Et là, sur le terrain, et c'est d'abord, comme il le disait bien, là, en fait, le leadership pour nous au primaire, c'est plus, il est plus vu dans le contexte de formation continue, mais pas de formation initiale, parce que les programmes, de façon systématique, évidemment, poser la question du corps des chefs d'établissement que nous n'avons pas encore institué à notre niveau. Donc ça pose aussi un problème parce que il le disait déjà si bien lorsqu'on compare, il y a le tableau qui a été présenté, lorsqu'on compare, l'écart n'est pas significatif entre les directeurs qui ont suivi la formation initiale et plutôt ceux qui n'ont pas suivi la formation continue et ceux qui sont sur le terrain, soit peut-être avec quelques notions en formation initiale. Mais le verdict, c'est pas relevé dans le cadre des précédentes formations et autres, ainsi de suite. Nous avons une préoccupation, peut-être voir dans quelle optique amener à créer le corps des chefs d'établissement avec des formations spécifiques à la gestion de l'établissement dans tous les aspects, que ce soit administratif. Il est entendu aussi que le chef d'établissement est le premier encadreur qui est le plus proche des enseignants. Or, si, comme on l'a vu déjà dans le cadre du niveau d'acquisition des compétences, si lui, si le directeur n'a pas les outils nécessaires pour observer aussi les collaborateurs, que ce soit au niveau des pratiques enseignantes dans la salle de classe, ça pose problème. Et un autre volet, comme je le disais, madame l'évoquait précédemment lorsqu'elle parlait de motivation, évidemment, nous regardons, même, je prends le statut particulier du secteur éducation, lorsqu'on regarde, le chef d'établissement, il est nommé, je pourrais dire, nous avons peut-être des appréciations disparates en fonction du chef, par exemple l'inspecteur que je suis, j'ai une circonscription, je vais peut-être avoir des observations qui seront différentes d'un autre chef de circonscription, dans une autre circonscription pour proposer l'enseignant à la fonction des chefs d'établissement. Et là, les appréciations ne seront pas les mêmes. Or, si au sortir de la formation initiale, on propose un module spécifique à la gestion de l'établissement, peut-être, mais tout ça, ce sont des questionnements. Et dans le statut aussi, si c'est un corps, évidemment, il y a peut-être la motivation qui pourra intervenir en dehors de, comme chez nous, c'est la pratique, la prime, mais quelle prime en fonction de la taille de l'établissement, et ainsi de suite. Or, c'est plus d'abord les aspects pédagogiques, les aspects administratifs qu'on doit mettre à la disposition dans un corpus qui est établi et qui soit véhiculé, parce que même la formation continue chez nous, elle n'est pas systématique de façon uniforme dans le pays, parce que moi, aujourd'hui, je vais faire une formation avec mes directeurs d'école sur la gestion, par exemple, administrative ou la gestion des grands groupes. Mais dans une autre province, ce ne serait pas la même chose. Peut-être qu'on n'aura pas vu les mêmes difficultés de la même manière. Donc, c'est un peu ces aspects. C'est pourquoi tout à l'heure, je voulais en arriver, mais heureusement, bon, madame a intervenu et monsieur Guy Roger avait déjà abordé le pas. Donc, ce sont des personnes aussi sur lesquelles qui m'intéressent, que je voudrais bien regarder en étant sur le terrain constamment. D'accord. Monsieur Alain, je vous remercie pour votre suggestion, contribution et même remarque. Par contre, je comprends pas bien quelque chose. Quand vous dites de travailler sur le corps du chef d'établissement en formant d'abord les futurs chefs d'établissement, ça veut donc dire que les futurs chefs d'établissement vont être, je donne un exemple, ils seront par exemple formés à l'ENS et au sortir de cette formation, ils seront affectés et pas nommés, parce qu'actuellement, comment ça se passe? Quelle est la difficulté en fait? Je n'ai pas bien saisi le problème. En fait,
le chef d'établissement au niveau primaire, en fait, c'est un instituteur, c'est un enseignant. Oui. Il est proposé à la tête de l'établissement par un inspecteur, c'est selon ses critères d'appréciation. Sans formation. Des critères uniformes. Il n'a pas suivi au préalable une formation. D'accord. Ça veut dire il n'y a pas une formation en tant que telle. D'accord. Mais c'est comme au secondaire, Mireille. Hein? C'est comme au secondaire. Hein? D'accord. Pardon? C'est comme au secondaire, les chefs d'établissement. Non, au secondaire, c'est la même chose. Hein. Les chefs d'établissement ne sont pas. Il n'y a pas de corps de chef d'établissement. Donc, ce sont des gens qui n'ont pas forcément de compétences managériales. Hein, affirmées. Voilà. Bon, il y en a sur le tas, intuitivement, arrivent plus ou moins à gérer les hommes, à gérer les moyens. Mais il faut être formé au management des hommes. C'est pas pareil. Gérer des hommes et gérer des enfants, c'est pas la même chose, quoi. D'accord. Voilà. Donc, peut-être qu'il faudrait. Voilà. C'est ça. D'accord, merci. Il y avait Paul Agonjo qui voulait intervenir. Vous avez la parole. Oui, Paul. Est-ce que son micro est fermé? Son micro n'est pas fermé? D'accord, oui, qu'il le mette. C'est bon, là, vous pouvez y aller. On ne vous entend toujours pas. En fait, voilà. Essayez de parler. Vous entendez? Oui, là, c'est bon. Voilà. Donc, je disais que monsieur l'inspecteur a abordé un peu cette question sans entrer dans la profondeur. C'est un peu de la qualité de vie au niveau de l'école. Guy Roger et la plupart des intervenants ont parlé, et surtout Guy Roger à la fin, dans sa dernière intervention, a relevé cette différence, a relevé le point sur la qualité de la formation. Vous savez que quelqu'un peut avoir toutes les compétences qu'il veut, une personne peut avoir toutes les compétences possibles. Si elle est dans un environnement qui ne la stimule pas, cette personne ne peut rien donner. Donc, il serait aussi intéressant de pouvoir vérifier ce que nous, en psychologie du travail, on appelle la qualité de vie au travail. Donc, tous les facteurs environnementaux organisationnels qui peuvent être soit des freins, soit des stimulants à l'engagement et à la performance de l'enseignant et par ricochet à un meilleur rendu auprès des enfants. Donc, il serait aussi important de pouvoir relever ça. Bon, je ne sais pas, je n'ai pas tout lu l'étude PASSEC, j'avais survolé. Est-ce que je pose la question à Guy Roger, est-ce qu'il y a un aspect qui a été relevé sur l'environnement de travail? Exactement. Il y a un aspect sur l'environnement de travail, sur la qualité de vie. Il y a un questionnaire contextuel qui est adressé aux directeurs d'école, aux enfants et aux enseignants. Donc, il y a un indice sur la qualité de vie scolaire. Donc, je pense que ce rapport, j'entrevois, il peut être possible de regarder sous l'angle de la psychologie du travail. Parce que les enseignants à l'école, ce sont des travailleurs. Ils sont au travail, ils sont dans leur milieu de travail et l'environnement influe sur eux. Et si l'environnement influe sur eux, ça veut dire que l'environnement influe sur les performances des élèves. Donc, on peut regarder, il y a des études qui sont faites là-dessus, des études en ergonomie, qui sont double approche, didactique et ergonomie, pour regarder quels sont les effets de l'environnement, sur le travail de l'enseignant. Soit pour l'optimiser ou bien plutôt pour l'influencer négativement, quoi. Donc, ce sont des angles intéressants qu'il faut… Je pense qu'une de nos faiblesses, c'est que, on n'a pas suffisamment de chercheurs en éducation, et puis deux, nos chercheurs en éducation ont trop souvent négligé l'approche interdisciplinaire. Or, il serait temps qu'on regarde les mêmes problèmes de différents angles de vue dans une même recherche. Le regard du psychologue, le regard du sociologue, le regard du didacticien, tous ces regards-là peuvent être, ou le regard de l'inspecteur même, tous ces regards-là sur une même problématique peuvent être très, très enrichissants pour une recherche, quoi. Ça, ce sont des perspectives qui sont vraiment intéressantes, quoi, à aborder, quoi. L'angle pluridisciplinaire, je pense qu'il a été trop souvent… C'est pour ça que l'étude d'Armand est vraiment pertinente, quoi. De regarder quelle est l'influence de la maîtrise de la maîtrise du langage, de la langue d'enseignement sur l'enseignement des compétences mathématiques, quoi.
Il faut qu'on aille plus vers les approches pluridisciplinaires ou interdisciplinaires. D'accord, Guy Roger. Voilà. Je rappelle que j'ai mis le lien du rapport PASEC là dans le chat. Donc, il suffit pour vous de cliquer là-dessus. Vous allez retrouver les 400 pages de ce rapport. Donc, est-ce que il y avait encore quelqu'un qui souhaitait compléter ou bien avoir des éclaircissements? On a encore 5 petites minutes pour Guy Roger. Donc, Guy Roger, s'il n'y a plus de questions, Oui. tu peux donner le mot de la fin. Et je précise avant, peut-être que tu me donnes le mot de la fin, encore te remercier parce que tu nous invites non seulement à la recherche, à nous approprier. Donc, il faut désormais que nous approprions ce rapport PASEC. Et tu nous invites aussi à, je crois, une recherche même collaborative, hein, parce que c'est peut-être aussi ça qui peut faire la force de la recherche déjà en Afrique, hein, puisque, comme je le dis souvent, la recherche, c'est avancer ensemble, hein, c'est pas tout seul dans son coin. Donc, merci pour cet apport. Tu as le mot de fin. OK, merci beaucoup Mireille. Merci à toutes et à tous hein, pour toutes vos contributions, pour vos interventions. Je pense que ce sont des rendez-vous importants. Ce que je peux dire en termes de mots de la fin, c'est que vous, en tant que chercheur, il faut avoir l'œil ouvert. Hein, il faut avoir l'œil ouvert parce qu'il y a des ouvertures, hein, des choses qui se mettent en place, que ce soit à l'ENES, le professeur ayant en a parlé. À la Confomène aussi, on est en train de chercher des financements pour pouvoir soutenir justement des initiatives de recherche. Ce sont les financements qui vont se faire sous forme de bourses, soit des bourses de post-doctorat, soit des bourses de doctorat, soit des bourses même pour accompagner un chercheur qui veut travailler sur une thématique particulière qui intéresse les organisations internationales. Donc, il faut avoir l'œil ouvert sur le site de la Confomène, sur le site du programme Apprendre, sur le site de l'AUF. Il y a parfois des opportunités qui sont là et très souvent, le Gabon est très peu représenté, ce qui signifie qu'en tant que Gabonais, quand vous postulez, si votre projet est pertinent et solidement présenté, il y a des chances pour que vous ayez des financements pour vous accompagner, quoi. Voilà, donc je voulais vraiment terminer avec une note d'espoir hein, pour dire qu'il ne faut pas laisser la question éducative uniquement aux politiques, aux politiciens hein, qui souvent privilégient une approche émotionnelle. Il faut que de plus en plus, nous, chercheurs, nous imposions une approche froide qui regarde les données. Voilà, moi je me rappelle quand je suis allé au Canada, quand j'ai commencé ma thèse, quand je parlais de la faiblesse du niveau des élèves, mais très souvent je me faisais rétorquer que oui, c'est bien, des élèves, le niveau des élèves, mais où sont les données? Le niveau a baissé à partir de quand? Quelle période de référence? Et quelle est l'ampleur du niveau de cette baisse pour qu'on puisse agir? Donc, c'est vraiment important de se baser sur des données. Pas seulement sur des données quantitatives, hein, mais même sur des données qualitatives. Quand vous administrez un questionnaire, c'est aussi pertinent que d'avoir des données quantitatives, quoi. Donc, c'est vraiment important que les chercheurs gabonais s'imposent dans les réformes éducatives. Il ne peut pas y avoir de réforme éducative pertinente sans chercheurs, sans la recherche. La recherche, elle est centrale dans la réforme éducative. Voilà. Et là, vous avez une opportunité avec des résultats passés. Vous avez une base de données qui est gratuite, qui est disponible. Et voilà, quoi. Donc, je voudrais terminer encore une fois en remerciant Mireille, en remerciant le professeur Ayant, en remerciant tout le monde, tous les collègues d'avoir participé à cet échange. Bien, voilà. Merci. Donc, le lien vient d'être renvoyé dans le chat, là. Donc, merci à toi, Guy Roger. Merci à tous les autres. Okay. Merci, et Mireille. Bon week-end. Vous allez retrouver ça sur le lien Allez, YouTube bon TIS Afrique. Au revoir. OK, au revoir à tous. Allez, bon week-end. Merci beaucoup. Merci. Il y a encore...